Bonjour, j'ai l'honneur de, on va dire, animer cette dernière table ronde de la journée, deuxième table ronde, qui est consacrée aux données de la recherche, qui fait un petit peu le pendant, en quelque sorte, de la table ronde précédente, qui était plutôt consacrée aux publications. Donc les données de la recherche, un défi pour l'intégrité scientifique. Donc avant de passer la parole aux interlocuteurs de cette table ronde, j'ai prévu juste un tout petit panorama très rapide pour lancer le sujet. Donc, un défi pour l'intégrité scientifique, je voulais d'abord mentionner, faire remarquer le point central de cette diapositive, c'est-à-dire que parmi les motivations de la science ouverte, et il y en a beaucoup, il y en a une qui est justement de contribuer à l'intégrité scientifique. Donc, par le biais de la façon dont la science ouverte sera mieux inscrite dans la société, le citoyen pourra avoir accès aux travaux de recherche, on pourra partager des recherches interdisciplinaires, multidisciplinaires avec tous les acteurs partout dans le monde. Et donc, des motivations principales, c'est l'intégrité scientifique. Le deuxième point que je voulais mentionner, comme on l'a déjà dit, je voulais insister sur le fait que le plan national pour la science ouverte, qui a été annoncé par la ministre en juillet 2018, il avait 3 axes, dont un axe dédié à la structuration et l'ouverture des données de la recherche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'était que chaque institution se dote d'une politique des données ouvertes par défaut, à la fois, disons, au niveau national, au niveau plus local des établissements, avec cette idée que ce qui revient tout le temps, c'est que les données doivent obéir à des principes FAIR, c'est-à-dire qu'on peut trouver qui sont interchangeables avec des autres, qu'on peut accessible, donc auquel on peut accéder et qu'on peut réutiliser. Et donc on pourra revenir là-dessus. Ce qui est très important aussi, c'est que ouvert n'est pas synonyme de libre et de tout le monde va pouvoir faire n'importe quoi avec. C'est ouvert autant que possible, fermé autant que nécessaire. Il faut aussi protéger, et on verra certainement au cours de la table ronde que la question de la protection des données ne s'aborde pas de la même façon que la protection des publications. Donc, dans le plan national pour la science ouverte, il va y avoir une fonction d'administrateur des données de la recherche au ministère qui va être créée avec un réseau associé. L'autre volet que je voulais souligner, c'était le fait que des plans de management des données qui sont demandés dans le cadre de l'Horizon 2020, de H2020 au niveau de l'Europe, vont maintenant être demandés par l'ANR. Donc l'ANR va proposer à l'automne prochain son gabarit DMP ANR, sachant que l'INIST au CNRS à Nancy propose à travers l'outil Opidor, c'est accessible à tout le monde sur le site web, des consignes pour faire ces DMP. Et puis, vous avez peut-être vu, pour ceux qui suivent l'actualité, qu'il y a un appel de l'ANR Flash sur les données qui est sorti pour 2 mois seulement, pour aider ceux qui veulent mettre en place des politiques de données. Et le dernier élément très important, c'est qu'on n'est pas ici au franco-français. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, si on met trop de contraintes au chercheur, le chercheur il va aller ailleurs. Mais ailleurs, il trouvera la même chose. Parce qu'on va lui dire aussi de déposer dans des archives ouvertes, le MIT a des archives ouvertes, etc. Et donc, on est tous sur la même longueur d'onde au niveau européen, au niveau international. Et pour ça, l'Europe développe une plateforme pour le partage des données. Il y a une alliance européenne qui s'appelle Research Data Alliance. Voilà. Et pour finir, je voulais finir sur une diapo que Marin Dacos avait montrée lors des Journées nationales de la science ouverte. C'était pour ceux qui seraient sceptiques sur pourquoi il faudrait partager ces données, qui diraient mes données n'intéressent personne ou personne ne va les réutiliser. Là, c'est un schéma qui vient des données qui avaient été prises par le télescope Hubble
Et la partie en rouge, ce sont les articles qui ont été publiés avec les données du télescope Hubble et des auteurs qui n'ont été en rien associés au projet de collecte des données. Donc, vous voyez, et au cours des années. Et on peut vérifier ça sur d'autres disciplines. Donc, les données que vous prenez, elles peuvent avoir un intérêt aussi plus tard, à l'avenir. Et donc, ce serait dommage qu'on perde 80% des données enregistrées actuellement. Voilà, donc c'était le seul... simplement, je voulais planter le décor autour des données. Et maintenant, je vais donner la parole à Odile Ologne, qui est déléguée à l'information scientifique et technique à l'INRA. Et donc, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. C'est vrai que l'intégrité scientifique, c'est un sujet hyper important, mais un peu décalé par rapport à mon barycentre habituel. Et donc, je remercie les organisateurs de m'avoir incité à me décaler sur le sujet sciences ouvertes et intégrité scientifique. Il y avait une question pour animer cette table ronde qui était est-ce que vous avez une politique sciences ouvertes? Donc oui, je pense que vous le savez, à l'INRA, on a un document d'orientation qui couvre donc tous les aspects de la science ouverte, que ce soit les données, les publications, les e-infrastructures en support à cette ouverture, et ainsi que l'accompagnement du chercheur et les sciences participatives. Donc ça, nous l'avons depuis, Olivier, 2017, je crois, à peu près, 2016. Donc début 2018, le document d'orientation se prolonge dans un document d'objectifs avec l'État sur toutes les facettes. Et nous avons également différentes chartes. Donc là, on n'est pas dans les notes de service, mais des chartes pour le libre accès aux publications et aux données, des chartes sur les infrastructures de recherche, des chartes sur la déontologie, où il y a un sujet en lien avec l'open. Donc dans la charte sur le libre accès aux publications et aux données, on dit qu'on encourage la mise à disposition des données dans un objectif de transparence et de preuve en appui aux publications scientifiques pour les citoyens et la société civile. Dans la charte sur les infrastructures, on insiste plutôt sur le rôle des infrastructures en tant que producteurs de données en lien avec l'ouverture. Et dans la charte de déontologie, je l'ai relue, et là, en fait, c'est assez surprenant, c'est les données sont la propriété de l'Institut, ou la copropriété. Donc, à mon avis, c'est un peu discutable sous cet angle-là, pour une charte de déontologie. Voilà. En plus de ces outils politiques, nous avons mis en place des services pour accompagner l'ouverture. Donc, vous trouverez sur le site datapartage.inrap.fr, qui est public, tout un tas d'outils, de guides de bonnes pratiques pour publier des données FAIR, attribuer des DOI, guider les chercheurs dans le dépôt des données. Un appui aussi autour de la publication des données, des data papers, etc. Et pour accompagner tout ça, en plus des guides de bonnes pratiques sur le site précédent, nous avons un portail de données qui permet de publier le catalogue des données de l'INRA et également aux chercheurs de déposer et de documenter les données. Donc, quand je dis documenter, c'est de déposer des datasets qui comportent des fichiers de données, leur documentation et les codes. Donc voilà, donc tous ces services existent, sont plus ou moins connus, sont plus ou moins utilisés par les chercheurs. Sur le sujet intégrité et ouverture des données, déjà, je voulais dire que pour moi, globalement, quand on parle de sciences ouvertes et d'intégrité scientifique, en tout cas derrière sciences ouvertes, pour moi, ça n'est pas que open access ou open data, mais c'est bien globalement l'ouverture du processus de recherche qui est en question. Et là, j'utilise une publication, un extrait d'une publication qui est citée en dessous, qui dit qu'il y a en fait plusieurs exemples de pratiques open science. Il en décrit au moins 3, et là, c'est la plus extrême.
puisque là, on est dans un process où tout est ouvert, c'est-à-dire de la conception du projet de recherche, au cahier de laboratoire, au traitement, jusqu'à la publication des données, des codes, enfin, de tous les outputs que vous pouvez imaginer sur un projet de recherche, tout est ouvert. Et donc, potentiellement, tout est accessible à tout le monde. Et en fait, du coup, pour moi, ce qui questionne ces questions d'intégrité scientifique, c'est que potentiellement, on donne à voir l'ensemble du processus de recherche et de la méthode scientifique qui est derrière. Je me concentre maintenant sur les données. Donc, en fait, j'ai voulu déjà me reposer la question de ce qu'était l'intégrité scientifique. Et là, je suis allée relire sur ce qu'il y avait sur le site de l'Office, et puis qui pointe des mots-clés du code de la recherche. Donc, il y a en gros une facette fiabilité qui renvoie pour moi à des questions de qualité de la recherche, et puis des aspects honnêteté, respect, responsabilité, qui renvoient pour moi à des questions de comportement. Et en fait, donc, parler d'ouverture des données, ça revient, toujours dans une approche processus, à à envisager le problème sur l'ensemble du cycle de vie de la donnée, donc de la création des jeux de données, le traitement des jeux de données eux-mêmes, leur analyse, leur préservation, leur partage et leur réutilisation. Et donc, donc pour moi, derrière ça, l'ouverture, c'est bien... ça renvoie à des notions de transparence, on l'a déjà dit, la science ouverte, donc on y voit un levier pour l'intégrité scientifique et potentiellement un renforcement de la confiance des citoyens dans la science, mais c'est bien sur l'ensemble du cycle, et pour moi c'est ça qui est questionné. Alors comme je veux plutôt avoir une vision positive des choses et que l'intégrité, ça ne soit pas que des manques à l'intégrité, mais bien plutôt une approche qualitative et de bonnes pratiques de la recherche, finalement, je me suis dit, intégrité scientifique et reproductibilité de la recherche, finalement, c'est peut-être le même combat, et il faut plutôt réfléchir à des bonnes pratiques. Alors, toujours un même cercle que tout à l'heure, et au centre, un triangle qui est peut-être un petit peu une autre façon de voir ce cycle de vie de la donnée, partant des données brutes, qui sont curées, nettoyées, mises en base de données, donc organisées, c'est le niveau 2, et puis publiées dans les publications. Voilà. Donc, en fait, lors de la création d'un jeu de données, si vous êtes sur une possession, un bien privé, que ce soit, dans le cas de l'INRA, les données des sols, ou dans un cas médical, des données issues de la personne, vous avez au moins à avoir l'accord du possesseur du bien matériel, qui peut être plus ou moins explicite, pour utiliser les données qu'il produit ou les données du matériel. Ça renvoie aussi à des questions de qualité de la mesure et de protocole de recherche. Dans les cas après, donc, on traite les données. Donc là, les bonnes pratiques, il s'agit de traiter les données en codant les processus de traitement. Ne pas faire du clic-bouton, parce que derrière les enjeux de recherche reproductible, si vous faites du nettoyage de données, il faut pouvoir recommencer les traitements. Ensuite, dans les analyses, il y a des questions de méthode statistique à utiliser, de signification des résultats, de visualisation. Vous savez tous que vous pouvez faire mentir des diagrammes en utilisant tel ou tel type de représentation. Sur le volet préservation, toujours dans une optique de recherche reproductible et de bonnes pratiques, il faut stocker différentes versions des jeux de données et des codes sous-jacents, et puis archiver sur le long terme. Quand vous partagez, il faut pouvoir déposer dans un entrepôt de données des données documentées, donc les protocoles, les codes, et ça dans le respect du cadre juridique, du contrat ou de l'éthique s'il y a des données personnelles. Et puis après, quand on réutilise,
il faut citer, créditer le producteur de données, éventuellement l'informer, et surtout en fonction du type de licence. Si c'est du CC0, vous n'êtes pas forcément obligé de citer nommément le producteur. Si c'est du CC BY, oui. Voilà, donc voilà, à travers ça, j'ai voulu pointer ce qui pour moi relevait sur ce processus. Et là-dessus, potentiellement, il peut y avoir des failles. Mais en tout cas, ce qui me semble important, c'est plutôt de travailler les bonnes pratiques pour une recherche reproductible et intègre. Donc, pour conclure, pour moi, dans les bonnes pratiques, à l'INRA, nous travaillons sur la gouvernance des données, sous l'angle rôle et responsabilité des différents acteurs, avec également un accompagnement juridique qu'on met en place. On propose des outils, donc des plans de gestion de données, qui sont des outils de bonne pratique, les DOI, donc pour aider à citer les jeux de données, et des outils d'aide à la décision qui peuvent être juridiques, pour savoir si on peut ouvrir les données, ou des diagrammes tels que celui qui est là, mais que je ne vais pas commenter, pour aider les chercheurs à savoir où déposer leurs jeux de données. Il y a aussi un accompagnement de formation à faire, enfin des actions de formation donc, sur la technologie, comment rendre les données faires, sur la recherche reproductible, ça va des méthodes statistiques jusqu'aux containers pour pouvoir rejouer les jeux de données, plutôt les workflows scientifiques dans différents environnements. Et puis, il y a des aspects plus liés aux humanités, tels que les aspects juridiques, éthiques, l'intégrité. Et je pense que c'est aussi une responsabilité collective, tant des organisations que des chercheurs. Et il faut pouvoir travailler sur tous ces plans. Et dernière diapo, mais peut-être pour vous faire sourire, John Tennant, là, qui est un activiste que vous connaissez tous, dit que l'open science, c'est juste la science qui est bien faite. Quand on était dans la sphère de la réutilisation des données au sein des mêmes communautés, il pouvait y avoir beaucoup d'implicites. Maintenant qu'on va vers une ouverture complète et que potentiellement les données que vous produisez peuvent être réutilisées dans d'autres disciplines, il y a besoin de plus d'explicite. Et ça, c'est un véritable souci. Et pour moi, ça renvoie aussi à des questions épistémologiques sur l'ouverture de la science et la façon de conduire des projets de recherche et d'interagir avec la société. Merci Odile. Donc j'avais prévu de donner la parole à Frédéric Villieras, qui est vice-président recherche de l'Université de Lorraine et qui va aussi nous donner son expérience et illustrer des actions faites chez lui sur les données. Merci Sylvie, merci aux organisateurs pour cette invitation et pour me donner la parole sur l'expérience Université de Lorraine. En fait, je vais m'appuyer sur deux démarches, celle qu'on essaye de mettre en place dans l'université et une démarche qui a démarré il y a à peu près 5-6 ans par un groupe scientifique de l'université auquel j'appartiens, donc pour lequel je connais un petit peu les différentes dimensions, pour mettre en place un dispositif en fait, de gestion des données de la recherche jusqu'à l'entreposage et à l'ouverture de ces données. Donc sur l'Université de Lorraine, comme je pense tous les établissements maintenant, nous entrons dans une phase, on va dire, de développement, d'appropriation de la gestion des données de la recherche, notamment en complément du plan national Sciences ouvertes. Donc on a un dispositif qui se met en place avec un chargé de mission, un comité de pilotage, on n'a pas encore nommé la personne en charge des données de la recherche, mais c'est déjà prévu dans le dispositif. Donc un comité opérationnel, un dispositif interservice pour appuyer les chercheurs et les aider dans cette démarche-là. On s'appuie sur évidemment la démarche FAIR, le cycle de vie des données, avec les dimensions dont on a parlé depuis ce matin et puis celles qu'Odile a exposées pour ce que fait l'INRA actuellement. Cette démarche-là, quand on regarde en fait sur une université, quand on interroge les différentes communautés universitaires, on est très loin du but.
La gestion des données, elle se fait alors quand même bien souvent au travers de très bonnes pratiques. Il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça. On a parfois des groupes qui sont audités et pour lesquels les audits se révèlent plutôt positifs, concordants avec les bonnes pratiques. Donc ce problème-là ne se pose pas, ou en tout cas pas trop. Mais par contre, toute la chaîne vers la gestion des données, l'ouverture des données, elle n'est pas prête, ou peu prête. On a certaines communautés qui sont déjà bien implantées dans ce domaine-là. Moi, j'en vois deux, en tout cas au travers de ce qui se passe sur mon université, qui est la communauté des sciences de la Terre, d'une part, et plutôt la communauté des SHS qui a besoin, en fait, d'outils spécifiques pour pouvoir avoir accès aux documents, accès aux données. Moi, j'arrive par la communauté des sciences de la Terre, et dans le contexte où l'on est, on va dire, on discutait ce matin des dispositifs d'observation et des données liées à l'observation. C'est des données qui sont temporelles, ce sont aussi des données qui sont géolocalisées et sont souvent des données qui coûtent cher à acquérir et se pose bien évidemment la mise en place d'un dispositif d'accès aux données. Et donc on a démarré ça à peu près il y a 5 ans avec, on va dire, la chance d'accueillir dans le groupe de recherche qui s'en occupait un membre de l'INIST, donc, qui venait pas loin de chez nous à Nancy, et avec lequel on a travaillé sur la mise en place d'outils et d'accompagnement des chercheurs. Alors, l'idée, elle était assez simple, hein, c'était offrir un entrepôt de données adapté aux usages des chercheurs. On partait des chercheurs. Et je pense que c'est ce qui a été dit ce matin. Il ne faut pas être disruptif par rapport aux pratiques scientifiques, il ne faut pas imposer. Il vaut mieux partir de leur démarche, de leur pratique, pour essayer d'adapter en fait un dispositif. Donc, comment simplifier les jeux de données, comment les aider à travailler les données, à ajouter les métadonnées dès la prise d'échantillons sur le terrain jusqu'à l'entrepôt de données, en évitant les multiples saisies et ressaisies. Il y a le carnet de terrain de laboratoire, il y a le carnet de terrain éventuellement électronique ou le rapport de terrain. Puis après, on va vers les analyses et l'entrepôt de données. Il y a de multiples saisies, de multiples occasions de se tromper, de multiples occasions de rater aussi ou de laisser des informations de côté. Donc la question qui s'est posée, c'est comment créer cette chaîne-là sans... je dirais aussi créer de travail supplémentaire par rapport aux chercheurs, parce que l'adhésion du chercheur au travers d'une telle méthode ou d'une telle démarche, on ne l'obtiendra que s'il y voit un intérêt et s'il ne perd pas trop de temps. Alors, je dis perd pas trop de temps parce que je considère que c'est un investissement. Donc, le fait de le faire sur le moment lui fera gagner du temps par la suite, mais ça, il ne le voit pas obligatoirement tout de suite. Et puis, il faut aussi faire la preuve du fait que cet investissement est utile. Donc voilà, donc la démarche c'est basée sur un sujet de ce style-là. On aide le chercheur à envoyer très rapidement ces données, en tout cas ces données sources, dans un système de stockage des données on va dire en mode projet. Le système de stockage peut moissonner les données, peut les envoyer vers un entrepôt, et un entrepôt qui lui-même est moissonnable par les dispositifs internationaux. Donc ça doit répondre aux bonnes pratiques internationales, notamment pour aller vers le dispositif Open Air. Par exemple, le choix qui a été fait aussi, c'est de créer ce dispositif avec des codes sous licence ouverte, donc qui peuvent être aussi transmis, fédérés avec d'autres communautés, c'est-à-dire un travail que l'on souhaite partager pour ceux qui veulent s'impliquer, ou en tout cas qui veulent s'approprier des outils ou l'investissement en temps qu'on a pu avoir sur ce sujet. Alors, ça a un impact direct sur l'intégrité scientifique pour nous, parce qu'en fait, partir du travail du chercheur, c'est interroger ses pratiques, c'est interroger la démarche pour la positionner dans un cadre alors que l'on souhaite évidemment pas trop normatif, mais les disciplines nous donnent un certain nombre de normes. Donc tout projet qui rentre dans le dispositif est basé sur un plan de gestion des données. Donc déjà, ça crée tout de suite une culture sur le plan de gestion des données.
Il y a un travail sur le format des données, bien évidemment, les métadonnées, donc des formats qui soient compatibles aussi dans le temps. L'accompagnement sur la structuration des données doit respecter les standards de métadonnées internationaux, ce qui permet de donner une culture sur les métadonnées internationales et sur ces standards internationaux. Donc, et là, la culture, on la transfère directement vers les seniors. Même si on emmène bien évidemment les doctorants dans les projets, mais ce sont bien les seniors auxquels on s'adresse au travers ce dispositif. Et puis, il faut mettre des ressources humaines pour accompagner le chercheur, parce que le chercheur qui arrive devant un projet comme ça, s'il n'a pas, on va dire, un accompagnement direct, c'est compliqué pour lui, il n'adhère pas, il ne rentre pas dans la démarche. Donc autour de ça, il y a tous les enjeux de sensibilisation, formation des chercheurs, donc des doctorants. Ça a permis aussi à toute la communauté scientifique, alors qui va des sciences de la Terre, mais jusqu'aux sciences de l'environnement, à la biologie végétale et animale, à mettre en place un guide de bonne pratique de gestion des données et un guide qui est partagé, qui a été adopté par l'ensemble de la communauté. Donc ce travail, c'est un travail qui est réalisé en commun et qui permet de lancer ce dispositif-là, de lancer un premier projet sur l'entrepôt, qui est un projet évidemment pilote, qui a permis l'adhésion d'autres communautés. À ce jour, donc, l'entrepôt de données a été ouvert en 2017. Actuellement, il y a 22 jeux de données en accès libre, ouverts, mais 3000 jeux de données en fait, en accès restreint. Et en fait, toute la question maintenant de la communauté, c'est comment passe-t-on de l'accès restreint, visible ou invisible, ouvert ou disponible. Je vais juste l'illustrer par un exemple. On a un gros projet scientifique qui se fait en commun avec des industries minières en Nouvelle-Calédonie. Connaître, on va dire, la géologie du nickel, elle est déjà un peu connue, mais d'éléments complémentaires, d'éléments associés, tels que le scandium par exemple, tous les aspects écotoxicologiques qu'il y a sur le terrain, sur la Nouvelle-Calédonie, ça s'appuie obligatoirement sur les opérateurs miniers, parce que le coût de l'activité, le coût de l'analyse, le coût des sondages n'est absolument pas supportable par une université ou un groupe de recherche. Mais avec cette communauté-là et avec les opérateurs miniers, on a décidé de cartographier et de rentrer toutes les données dans ce dépôt institutionnel. Donc ces données, elles ne nous appartiennent pas complètement. Elles sont partagées, elles sont dans l'entrepôt actuellement, en mode fermé, mais sur un service géocalisé qui permet de montrer ou d'informer de l'existence de ces données. C'est-à-dire que si un autre groupe de chercheurs souhaite un jour en disposer, il peut bien évidemment s'adresser, on va dire, au dispositif et à l'observatoire qui gère ce projet-là pour demander l'autorisation pour l'accès à ces données. Donc elles ne sont pas complètement ouvertes. Ça pose la question du juridique et du droit de ces données se pose à chaque fois. C'est lié aux conventions que nous avons avec les partenaires. Alors, il y a d'autres missions de terrain qui sont totalement pilotées ou financées par des subventions obtenues par les groupes de chercheurs. Donc là, c'est l'établissement qui, effectivement, détient le droit sur les données. L'ouverture et la question de l'ouverture se pose aussi de la même manière. Mais on va dire, on travaille sur des démarches d'embargo pour choisir le temps de l'ouverture, et pour nous, c'est le chercheur qui choisit. C'est-à-dire que c'est le chercheur qui choisit le moment où il ouvre ses données. Voilà. Donc, je voulais m'arrêter là, parce que cet exemple-là, il est important, on va dire, pour le groupe de chercheurs concernés, mais aussi c'est un des éléments, on va dire, de réflexion, cette expérience qui, quand même, a mis pratiquement 5 ans sur ce groupe-là pour partir du concept et de l'objectif politique jusqu'à une opérationnalisation. Donc c'est un temps long. Il y a une quinzaine de projets actuellement dans le dispositif. Mais si maintenant je me projette vers l'université, le répliquer sur, on va dire, l'ensemble des domaines disciplinaires, on voit bien que les questions qui se sont posées là vont se reposer, mais pas obligatoirement de la même manière, ce qui va nous nécessiter d'avoir un travail d'adaptation, un travail d'accompagnement et se donner des objectifs raisonnables, c'est-à-dire de ne pas faire rentrer tout le monde dans cette démarche-là à marche forcée. On sait bien que
ça ne marchera pas parce qu'on ne sera pas capable de les accompagner jusqu'au bout avec, on va dire, une qualité de service nécessaire pour que les aspects, on va dire, de qualité et d'intégrité liés à la donnée soient respectés dans ces modèles d'ouverture. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Frédéric. On va continuer justement avec Lionel Morel, qui est directeur adjoint scientifique au CNRS dans l'Institut des SHS et qui est aussi un expert des questions juridiques. Donc je pense qu'il va pouvoir nous éclairer un peu plus sur la question qui entoure les données sur ce sujet-là. Oui. Merci pour l'invitation. Alors oui, tout à l'heure, Alexei Birnbaum parlait de la soft law et du risque qu'il y aurait à accumuler la soft law. Donc moi, je vais plutôt vous parler de hard law, c'est-à-dire de droit au sens dur du terme, parce qu'il y a une réglementation qui s'est développée autour des données de recherche. J'ai apprécié aussi dans la manière dont Alexei Birnbaum a replacé cette question sur le terrain des valeurs et des conflits de valeurs, en montrant qu'il y avait parfois des impératifs contradictoires à arbitrer. Et c'est un des rôles aussi de la loi de faire ça, d'arbitrer des obligations parfois contradictoires. Alors je m'étais demandé comment faire le lien justement entre cette question du droit, de la réglementation, de l'intégrité, des valeurs, tout ça en lien bien sûr avec l'ouverture des données de recherche. Et bon, je me suis dit que j'allais me rebaser sur un fondamental de la littérature sur ces questions-là. Donc je suis reparti, vous savez, de l'article de Robert Merton de 1942, son article sur la structure normative de la science, dans lequel, vous savez, il nous dit que la science, en fait, il l'envisage, lui, dans une perspective institutionnaliste, en disant que la science, c'est une institution dont le but est de mettre en œuvre des valeurs qui se traduisent par des règles de comportement que doivent adopter les individus qui produisent la science. Et il nous dit que le fait que la science soit une institution résulte du fait que l'observation de ces règles ne dépend pas de la bonne volonté des individus. Ça dépend de mécanismes qui sont institutionnalisés et qui peuvent l'être à plusieurs degrés. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de comportement qui sont des bonnes pratiques, des préceptes, des coutumes, des règles disciplinaires, des traditions. Et il y a des degrés d'institutionnalisation supérieurs. Donc vous avez un degré supérieur, par exemple, c'est les politiques institutionnelles. Vous avez des politiques de laboratoire, vous avez des politiques d'établissement. Je crois qu'avec l'INRA, on a eu un très bel exemple d'une institutionnalisation qui passe par une politique d'établissement qui est formalisée sur cette question d'ouverture des données de recherche. Vous avez des politiques publiques nationales. Là, le plan pour la science ouverte nous en donne l'exemple, avec cet axe sur les données qui parle donc de structuration et d'ouverture des données. Et puis le degré supérieur d'institutionnalisation, c'est l'obligation légale. Et là, ce domaine-là, il résulte en France de la loi pour une république numérique en 2016, qui a changé les règles relatives à l'usage des données publiques et qui, de manière incidente, a posé des préceptes très importants sur la réutilisation des données de recherche. Alors, Merton, dans son article, dit que les valeurs de la science sont, il en repère 4, qui sont l'universalité, le communalisme, le désintéressement et le scepticisme organisé. Alors c'est des choses très connues, je ne vais pas développer, mais je trouve que c'est intéressant à relire ces préceptes sous l'angle de l'ouverture des données de recherche et des nouvelles règles qui ont été mises en place, notamment par la loi République numérique. Donc la première règle, c'est l'universalité. C'est l'idée qu'on n'apprécie pas les résultats de la recherche par rapport aux personnes qui les produisent, mais par rapport à des critères objectifs. Pour les publications de recherche, c'est quelque chose qui se faisait par le peer reviewing et toutes les méthodes qui ont été mises en place. Pour les données, en fait, cette valeur-là, elle est beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre parce que ça implique que les données de recherche, une fois diffusées, gardent leur sens. Et c'est ce que disait tout à l'heure Odile aussi, ça implique que l'implicite derrière les données soit supprimé. Et donc, ça nous renvoie à toutes les questions de structuration, de documentation et d'interopérabilité des données. C'est au cœur des préceptes FAIR de la Commission européenne. C'est au cœur des travaux aussi de l'alliance RDA, Research Data Alliance, qui est en train de mettre en place des standards d'interopérabilité. Et ça se traduit aussi dans la loi, parce que la loi pour une république numérique nous dit qu'une administration qui diffuse des données doit à minima les diffuser avec un format ouvert et lisible par des machines.
Ce qui est donc, voilà, la loi prend en compte cet aspect-là. Le deuxième point, qui est peut-être le plus intéressant, c'est celui que Merton appelle le communalisme. Il nous dit, les résultats de la recherche sont le produit d'un processus collectif, même si, bien sûr, la science progresse par l'adjonction des individus qui la produisent, mais c'est toujours le résultat d'une production collective. Et il dit, dès lors, la propriété et les revendications de propriété ne doivent pas entraver la circulation des résultats de la recherche outre mesure et doivent permettre justement la diffusion et la réutilisation des résultats de recherche. Alors, pour les données, d'un point de vue juridique, ce qui est intéressant, c'est que je pense que nous allons peut-être avoir la chance d'éviter la tragédie qui s'est produite pour les publications scientifiques. C'est-à-dire qu'en matière de publications scientifiques, ce qui s'est produit, c'est que la propriété des chercheurs a été capturée via les cessions de droits d'auteur par de grands groupes éditoriaux qui ont réussi à privatiser cette ressource. Pour les données de recherche, on a la chance d'avoir dans la loi pour une république numérique une protection très forte qui résulte de l'article 30 de la loi qui nous dit que dorénavant, quand des données de recherche sont publiées, leur réutilisation est libre et toute restriction qui serait imposée via des cessions de droits par un acteur type éditeur est déclarée automatiquement comme nulle et non avenue. Donc, quels que soient les documents que signent des chercheurs qui sous-entendraient qu'ils auraient une propriété sur leurs données et que cette propriété pourrait être transférée à un éditeur, quel que soit ce qui est signé, la loi protège en invalidant automatiquement ces cessions de droits. Ce qui est quand même un avantage très fort. La contrepartie, c'est que la loi pour une république numérique assimile les données de recherche à des données publiques. Alors, tout à l'heure, Odile a dit aussi que dans votre code de déontologie, il est dit que les données sont la propriété de l'établissement. Je trouve que c'est une manière peut-être... Il vaudrait mieux le dire autrement. Il vaut beaucoup mieux dire que les données sont des données publiques, en fait. Parce que la question n'est pas une question de propriété. Ce qui se passe, en fait, dorénavant, c'est que les données de recherche passent dans ce que la loi pour une république appelle le principe d'ouverture par défaut. C'est-à-dire que, par défaut, ça veut dire donc en principe, des données de recherche sont des données administratives, donc elles doivent être publiées en ligne et être rendues librement réutilisables. Ça, c'est le grand principe de la loi. Et toutes les administrations, aujourd'hui, sont confrontées à cette obligation, qui n'est pas de la déontologie, là, c'est du droit dur. Par contre, comme l'a dit tout à l'heure Sylvie, et d'ailleurs ça va nous ramener à la question du conflit de valeurs, ce n'est qu'un principe qui est assorti de nombreuses exceptions. Pourquoi ? Parce que l'ouverture n'est qu'une des valeurs à poursuivre, et effectivement, il peut y avoir d'autres valeurs qui justifient qu'on déroge à cette règle d'ouverture. Et la loi, là, pour le coup, on dit souvent, vous savez, que la loi est toujours en retard. Moi, je trouve que la loi n'est pas tellement en retard sur ce point-là, parce qu'elle a très bien articulé une liste d'exceptions pour protéger d'autres valeurs que l'ouverture. Notamment, elle nous dit bien que si les données correspondent à des informations à caractère personnel, des données personnelles qui mettent en cause la vie privée des individus, eh bien là, le principe d'ouverture doit être écarté, et c'est la protection des données personnelles qui reprend le pas. Elle nous dit aussi qu'on doit protéger la propriété intellectuelle des tiers. Si vous travaillez sur un corpus de littérature qui correspond à des œuvres sous droit d'auteur, évidemment, ça ne va pas être ouvert, par exemple. Et elle nous dit aussi qu'il y a des secrets qui peuvent être protégés, comme les secrets administratifs ou le secret industriel et commercial. Donc vous voyez, il y a une articulation très fine, et c'est juste là, et c'est là où tout le précepte de la Commission européenne qui nous dit les données doivent être aussi ouvertes que possible et aussi fermées que nécessaire prend tout son sens. Donc la loi nous dit, vous devez aller jusqu'au maximum de ce qui vous est possible, mais vous devez continuer à fermer s'il y a une exception qui le justifie. Alors, les règles sont assez claires, leur application est plus subtile, parce que tout l'art maintenant est de savoir quand le principe prévaut et quand l'exception doit être appliquée. La pratique va être importante. Et donc du coup, l'ouverture des données de recherche, c'est pas du tout du 0 ou du 1, quoi. C'est pas binaire. Il y a 50 nuances d'ouverture, vous voyez, en fonction des situations qu'on traite, et toutes les... voilà. Je termine rapidement. Le troisième principe, c'est le désintéressement pour Merton. Donc là, il nous dit que les chercheurs ne sont pas directement intéressés à leur activité, au produit de leur activité. C'est ce qui fait que c'est les fonds publics qui financent la recherche et qui financent le traitement des chercheurs, au moins dans la recherche publique. Pour les données, ça se traduit par un principe dans la loi qui est le principe de gratuité. C'est-à-dire que la loi nous dit, depuis la loi République numérique, que les données sont soumises à un principe de gratuité pour leur réutilisation et que les administrations, à moins d'être dans des exceptions très très restreintes, n'ont pas le droit de fixer des redevances de réutilisation.
On ne peut plus faire payer la réutilisation de données publiques, y compris la réutilisation commerciale. Alors ce principe-là, il est important, mais alors je précise de suite, et je trouve que ça c'est un point qui est vraiment intéressant et qui soulève beaucoup d'inquiétudes, que ce principe de gratuité ne s'oppose pas en tant que tel à la valorisation de la recherche, parce qu'on peut très bien continuer à fournir des services, y compris payants, autour des données, c'est possible. Ça ne s'oppose pas non plus à la valorisation par les brevets, parce que là encore, la loi prévoit l'articulation. On peut tout à fait garder des données non publiées jusqu'à ce qu'on obtienne un brevet, ça n'est pas incompatible. Et moi, dans les contacts que j'ai eus avec les services de valorisation, par exemple au CNRS, depuis que j'y suis arrivé, je trouve que ces services sont, je pense, enfin ceux que j'ai rencontrés, bien compris que la science ouverte n'est pas l'ennemi de la valorisation et que toute la question maintenant, ça va être d'articuler cet impératif de valorisation qui est important avec l'ouverture. Et j'en termine avec le dernier point. Merton nous dit que la quatrième valeur de la science, c'est le scepticisme organisé. C'est ce qui fait que, voilà, c'est un doute méthodologique qui est exercé collectivement, c'est ce qui justifie le peer reviewing, et c'est ça. Bon. De ce point de vue-là, alors là, c'est pas tellement une question légale, si vous voulez, mais tant que les données n'étaient pas ouvertes et tant qu'il n'y avait pas cette possibilité d'ouverture des données, autant dire que le scepticisme organisé est un vœu pieux, en fait. Parce que le seul moyen d'obtenir la vérification ou la vérificabilité des résultats de recherche, dans bien des cas, c'est de pouvoir accéder aux données sous-jacentes aux publications. Et là, il y a un enjeu très fort pour vraiment matérialiser ce qui était cet objectif de la science. Et je dois dire qu'une chose qui serait, à mon avis, importante de ce point de vue-là, c'est de relativiser la distinction qu'on fait un petit peu trop souvent entre les données et les publications. Parce qu'en fait, il y a un vrai continuum, y compris dans l'écriture d'ailleurs. Et tout l'enjeu, c'est d'être capable, à partir des publications, de revenir aux données, et à partir des données, d'aller vers les publications. Et là, il y a tout un enjeu qui va être aussi d'infrastructure, qui vont nous permettre de garantir ces liens entre les publications et les données, et de faire en sorte que voilà, quand on voit une figure dans un article, comment est-ce qu'on va pouvoir accéder aux données qui étaient sous-jacentes. Et tout ça va nécessiter toute une architecture technologique. D'ailleurs, il y a un point dans le plan national pour la science ouverte qui nous dit que le premier objectif devrait être de s'occuper de ces données liées aux publications et de garantir le lien entre les données et les textes. Voilà, donc, c'est un travail très... Sur les questions juridiques, j'aurais bien plus à dire, mais voilà, c'était une manière déjà de poser la question. Merci beaucoup Lionel, je pense que c'était un panorama très utile qu'on ne maîtrise pas forcément tous, donc c'est bien que tu fasses une pause pour nous laisser digérer tout ça. Et Nathalie va nous dire comment c'est mis en pratique à Sorbonne Université. Donc Nathalie Drachtemann est vice-présidente recherche, innovation et sciences ouvertes. C'est pas fait exprès, sciences ouvertes, je ne l'ai pas rajouté pour l'occasion. Non, je sais, je te l'ai déjà entendu dire, je peux témoigner. Merci. Merci Sylvie, bonjour à tous. L'exercice n'est pas facile parce que c'est vrai qu'on a dit déjà pas mal de choses. Moi, je propose d'organiser ma rapide présentation en 3 points. Déjà reprendre un petit peu, mais Odile l'a déjà fait, mais vraiment en quoi l'ouverture des données peut favoriser l'intégrité. Et vraiment remettre au regard, là on va voir qu'on a une façon de présenter des choses un peu différentes, mais qui se rejoint forcément. Ensuite, peut-être parler, parce que c'est un sujet qu'on a pas mal abordé aujourd'hui, a priori, dans quasiment tous les temps, c'est l'évaluation. Mais alors, je ne vais pas le prendre par l'évaluation, je vais le prendre par une nouvelle donne, ce que j'ai appelé l'auteur-producteur. Parce qu'aujourd'hui, le chercheur, l'enseignant-chercheur qui publie, il ne publie pas seulement son article, mais il publie tout un tas d'autres choses. Donc, quelque part, son rôle, sa mission a un peu évolué. Et au regard de ça, l'évaluation pourrait aussi évoluer. Et en dernier, je parlerai de la politique Open Science de Sorbonne Université. Et puis, une question aussi qui a été abordée à plusieurs reprises, c'est l'importance du portage politique par les établissements, par les EPST bien sûr, mais aussi par les établissements de l'Open Science. Et ça, je pense que c'est un point important, et pas que de l'Open Science pour l'Open Science, mais de façon très transversale dans énormément de sujets. Alors, sur l'ouverture des données pour favoriser l'intégrité scientifique, donc pour réhabiliter le processus scientifique, moi, j'avais extrait 3 points qui me semblaient fondamentaux: la transparence, la reproductibilité et la fiabilité. Alors, si je regarde ces 3 points au regard de la science ouverte et des actions qui correspondent, et notamment de l'ouverture des données, donc agir en toute transparence, ça c'est facile. Enfin, c'est facile.
C'est vite dit, hein. Mais on peut le faire grâce au dépôt en archives ouvertes des données, utile aussi, et ça c'est important, en cas de controverse et de plagiat. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir associer à la publication les données pour aller plus loin dans cette analyse quand il y a un problème d'inconduite a priori. Ensuite, assurer la reproductibilité. Alors ça va limiter la fabrication et la falsification, notamment des résultats, mais aussi des données. L'idée, c'est vraiment de fournir de la matière, et c'est là qu'on se rejoint beaucoup, c'est qu'on ne peut pas voir les données de façon séparée du reste. On fournit de la matière, donc l'auteur-producteur, et puis on doit pouvoir en disposer. Donc d'autres utilisateurs, les gens qui veulent refaire les expériences et autres, doivent pouvoir réutiliser ce qui est fourni par l'auteur-producteur. Donc l'open data, c'est indissociable, et on a parlé d'écosystème d'open science, c'est indissociable de tous les autres éléments, et notamment, bien sûr, de l'open access. Donc il faut fournir, bien sûr, les données brutes, et ce qui est important, surtout dans certaines disciplines, expliquer de façon détaillée les méthodes employées. Bien sûr, ça inclut les codes sources. Et après, la description complète des données, avec des métadonnées si possible, et puis les résultats de la recherche par notamment l'article, donc la publication. Donc ça, c'est l'aspect reproductibilité. La fiabilité, garantir la fiabilité. Donc, qu'est-ce que va permettre l'ouverture des données pour cela ? Ça va permettre notamment de mettre un plus grand nombre de données à disposition des chercheurs. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir utiliser pas seulement des fois un ensemble pas suffisant des fois pour leur recherche, mais vont pouvoir utiliser un plus grand nombre de données. Et donc ça va permettre des explorations, des analyses sur davantage de données. Et là, on répond aussi à la question de fiabilité. D'ailleurs, en citant, parce qu'on a parlé tout à l'heure ce matin des GAFAM, alors GAFAMI, moi je parle GAFAM, je ne sais pas, oui, le collègue qui a parlé de ça. En tout cas, au-delà de l'intégrité scientifique, le fait de pouvoir ouvrir les données, ça nous donne quand même, en tant que chercheurs, une opportunité importante de pouvoir travailler sur des plus grands ensembles de données. Et là, on revient à l'aspect, bien sûr, analyse de données, analyse statistique, deep learning, etc., et intelligence artificielle. Et donc, c'est vraiment aussi un sujet qui me semble important. On a bien sûr ces GAFAM qui ont des plateformes de données gigantesques. On en a dans certaines disciplines, hein, suivant les établissements, nous plutôt en médecine, en climatologie, en humanité numérique, là on dispose quand même d'un grand ensemble de données, mais sur un certain nombre d'autres champs, et puis ça ne se trouve pas suffisant, on pourrait augmenter chacun notre quantité de données, et du coup utiliser les nouvelles pratiques scientifiques tournant autour de l'analyse numérique des données. Donc ça, c'était la partie ouverture des données pour favoriser l'intégrité scientifique. Alors, la nouvelle donne dont je parlais par rapport à la redéfinition de ce qu'est un auteur-producteur, on voit bien que, c'est pas sympa ce que je veux dire, mais que la reconnaissance des chercheurs, aujourd'hui, elle est davantage liée à la réputation des revues dans lesquelles ils publient qu'à l'exactitude et la qualité des résultats. C'est pas un constat très glorieux, mais on entend parfois des choses dans ce sens-là. On voit des fois des articles publiés, la énième itération, où il n'y a pas forcément beaucoup plus de résultats, mais bon, on le sait très bien, sur une course à la publication. Et quelque part, l'ouverture de données, c'est une prise de responsabilité, je dirais même encore plus forte pour les auteurs, parce que d'abord, ils doivent se soucier, se préoccuper de l'intégrité de la démarche, plus sans doute que quand on est dans l'écriture d'un article. Et puis, ils ont une responsabilité forte sur l'exactitude des données qui sont fournies. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Donc, l'idée, alors on a parlé d'évaluation, il va y avoir une évaluation à faire sur cet ensemble de choses, c'est-à-dire les données, les méthodes, etc. Donc, quelque part, on va avoir les reviewers, les pairs, ceux qui vont relire les articles, vont avoir des méta-analyses à faire qui concernent à la fois la qualité, la cohérence, la vraisemblance de tout ce qui est fourni. Aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire en tant que reviewer, et c'est quelque chose qui va demander
énormément de temps, beaucoup plus qu'aujourd'hui la relecture d'un article. Donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'une approche vertueuse serait de privilégier, et je pense que c'est un des axes qu'il faut travailler, la qualité des articles, des données et des logiciels, bien sûr, sur la quantité. Et ça, j'espère que ça sera peut-être un élément pour réduire la pression à la publication, qui, lui, par rapport à l'intégrité, accroît le risque de fraude vraiment. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième point que je voulais aborder. Alors par rapport à Sorbonne Université, donc nous on met en place une politique Open Science. Donc en fait, Sorbonne Université, créée au 1er janvier 2018, et dans le projet d'établissement, on a mis en priorité importante la science ouverte, et c'est pour ça aussi que je me retrouve dans mon titre avec science ouverte, pour montrer l'importance qu'on y accorde. Donc ça, c'est important que les établissements, c'est vrai, prennent la responsabilité et le lead. Bien sûr, on ne peut pas être les seuls, il faut aussi que les organismes, au niveau national, européen, il y ait des portages politiques, mais je pense qu'il faut que les établissements se positionnent absolument là-dessus. Ils ont un vrai rôle d'accompagnement de la communauté sur ces sujets. Donc nous, à Sorbonne Université, on a déjà fait quelques actions. Notamment, on vient, alors là, ce n'est pas sur les données, mais on vient de finaliser une charte de l'open access. Alors ce qui est important dans cette charte, c'est que c'est un engagement, mais ce n'est pas seulement un engagement des chercheurs, des doctorants à faire un certain nombre d'actions en faveur de l'open access, mais c'est aussi un engagement de l'établissement. Donc l'établissement, dans la charte, s'engage. Et s'engage, bien sûr, à tenir cette politique de l'open access, à agir à l'extérieur dans ce cadre-là, mais aussi à donner tous les moyens aux chercheurs pour mettre en place, pour qu'ils puissent effectivement avoir des actions sur l'open access. Donc ça va des formations. Alors on a parlé des formations pour les doctorants, on en a autour de l'open access, de l'open science, de l'open data. On a des formations sur les DMP, on a des formations à l'intégrité scientifique. Elles sont ouvertes bien sûr aux doctorants, mais elles sont ouvertes aussi au personnel de l'établissement. Alors, personne n'est forcé, donc les seniors, tout comme on disait tout à l'heure, ne sont pas forcés d'y aller. Mais en tout cas, ce sont des formations qui sont ouvertes. Et on travaille bien sûr, et on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un l'a fait la remarque, avec les collègues des SCD, des bibliothèques, etc., qui sont vraiment personnes ressources importantes sur ces sujets. Et on fait de la sensibilisation aussi dans les laboratoires avec comme correspondant le directeur de laboratoire, qui est effectivement dans ses missions à plein de choses, a aussi les problématiques de signature, etc., mais devrait avoir aussi ces problématiques d'open access, d'open science dans son laboratoire. Porter une politique open science, ce n'est pas la porter seulement dans ces actions-là, mais la porter dans toutes ces dimensions. Typiquement, on vient de faire, puisqu'on est un établissement fusionné depuis peu, on a fait une charte unique du doctorat Sorbonne Université. Donc on partait de deux chartes puisqu'on est la fusion de nos universités. Et bien dedans, bien sûr, on n'a pas oublié l'open access. On a fait un appel à projet émergence en interne. On n'a pas oublié l'open access, l'open data. Dans les mesures RH, alors on ne va pas le faire cette année, c'était un peu compliqué, mais à partir de l'année prochaine, on n'oubliera pas non plus ces aspects-là dans tout ce qu'on maîtrise, nous, au sein d'un établissement, les promotions, les délégations, les primes, etc. Donc l'idée, c'est que ça doit s'incarner, pas seulement dans l'accompagnement à l'action Open Science, mais s'incarner dans tout ce que l'on propose par ailleurs et tout ce qu'on fait par ailleurs. Et c'est ça, une vraie politique Open Science. Par ailleurs, et ça c'est quelque chose sur lequel on travaille, et c'est un gros sujet, c'est la politique numérique. Parce que qui dit Open Science, Open Data, dit qu'est-ce que c'est une donnée pérenne, quelles données faut-il stocker, où faut-il la stocker, et puis ça pose tous les problèmes de sécurité, de PPST, etc. Donc c'est un chantier énorme en termes aussi de plateforme numérique, et c'est sur quoi on est en train de travailler en ce moment. Merci. Merci. Est-ce que vous avez envie déjà de réagir entre vous ou bien comme quand même peut-être sinon, s'il n'y a pas un besoin pressant de réagir sur... peut-être on va interagir directement avec la salle, comme ça on ne va pas prendre de retard. On va rattraper le retard. Oui. Je ne sais pas s'il y a des micros. Ouais.
Bonjour, merci pour toutes ces interventions. Donc là, on a vu des aspects où les établissements prennent les choses en main, décident, organisent, mettent à disposition un ensemble de choses pour les chercheurs. Moi, je voulais savoir, on a parlé des doctorants aussi, leur apprendre à déposer en open access. Et donc, on a dit dans le même temps que ce sont les établissements qui sont... Enfin, c'est les organismes payeurs qui sont propriétaires des données. Du coup, je m'interroge sur qui prend à un moment donné la décision de déposer, de faire de l'open access sur ces données. Est-ce que je suis doctorant, on m'a déjà posé la question, hein, je suis doctorant, est-ce que j'ai le droit de déposer dans Archive sans l'autorisation de mon encadrant? Le chercheur, est-ce que lui, il a le droit de le déposer sans l'autorisation? Et donc, en fait, on revient à des conflits de propriété de dépôt qui a la main dessus. Et dans ce cas, qui négocie les autorisations entre les différents partenaires? On revient à peu près aux mêmes choses que pour les signatures, en fait, vous voyez, sur la propriété des datas. Et juste pour savoir si vous avez déjà mis ça en place actuellement, il y a des dispositifs où les gens peuvent déposer, je pense en biologie santé, NGS, nos gros dépôts de séquençage. Vous travaillez par exemple entre plusieurs établissements pour savoir où ça se dépose? Peut-être sur la première partie. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Pardon, Nathalie Terret, je suis chercheur INSERM mais référent intégrité scientifique de l'Université de Rennes 1. D'accord, merci. Je pense que sur la première partie de la question, c'est Lionel qui va vous répondre. Oui. Alors, en fait, je crois pour que les choses soient bien claires, je crois qu'il faut faire une différence entre l'open access et l'open data. L'open access concerne les publications, l'open data concerne les données. Ce qui fait la différence, c'est que ce qui est considéré comme une publication, le chercheur dessus va avoir un droit d'auteur. C'est une œuvre, c'est une création, donc un texte, mais pas que les textes d'ailleurs. Bien des choses qui peuvent être des œuvres, mais bon. Si on prend les publications de type texte, il a un droit d'auteur dessus. Donc là, du coup, c'est ce que Marin disait tout à l'heure, hein, la loi nous donne aux chercheurs une faculté de faire de l'open access, et il a la possibilité de passer outre les contrats signés avec les éditeurs, hein, grâce à la loi française. Par contre, il n'a pas une obligation. Et un établissement n'a pas de propriété sur les publications de ses chercheurs. Le droit d'auteur reste aux chercheurs. C'est une dérogation aux créations des agents publics. Hein. Tous les agents publics, la propriété part à l'institution, mais pour les chercheurs, la propriété reste aux chercheurs. Donc pour les publications scientifiques, un chercheur est libre de faire de l'open access et son établissement ne peut pas l'en empêcher, ne peut pas lui obliger, sauf s'il le conditionne à des financements. Il peut très bien dire, si je vous attribue des financements, là vous serez obligé de faire de l'open access. C'est ce que fait la Commission européenne avec H2020 et c'est ce que l'ANR est en train de mettre en place. Par contre, pour les données, c'est un peu différent parce que sur les données, on n'est jamais auteur d'une donnée, on est producteur d'une donnée. Et juridiquement, le producteur de la donnée, ça n'est pas le chercheur individuel. Et c'est pour ça que les données sont des données publiques. C'est bien l'établissement qui est le producteur de la donnée. Alors par contre, je pense qu'il ne faut pas dire que l'établissement est propriétaire de la donnée, parce que la loi pour une république numérique a neutralisé le droit de propriété. Elle dit les administrations françaises ne peuvent plus opposer leur droit de producteur de base de données à une demande de réutilisation, sauf cas exceptionnel. Donc en fait, les établissements ne sont pas vraiment propriétaires des données, ils en sont producteurs, et face à eux, ils ont des droits de réutilisation qu'on peut leur opposer. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc pour ce qui est des données, théoriquement, c'est l'établissement qui peut avoir une politique de diffusion. Et à l'INRA, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez mis en place. Hein. Vous avez une politique de diffusion des données. Après, je tiens quand même à dire que ça, c'est le cadre théorique, mais j'imagine quand même assez mal que le chercheur puisse être écarté du processus de publication de ces données. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne pense pas qu'un établissement puisse dire, voilà, vous allez avoir une obligation en dur de diffusion de vos données, on va aller sur vos ordinateurs prendre les données que vous avez. C'est pas du tout comme ça que les choses vont se passer. Il y aura forcément une participation. D'ailleurs, c'est même hautement souhaitable, parce que c'est le seul à pouvoir faire ces ajouts de métadonnées et de descriptions qui vont donner le sens. Donc je pense quand même que dans les faits, hein, même si les principes juridiques sont assez clairs, le chercheur sera aussi très étroitement associé toujours à la diffusion de ces données. Allez-y, allez-y. Sur la deuxième partie, c'est ça?
de la question. Oui, Philippe Hellman, CIRAD. Oui, effectivement, il y a une initiative, pour l'instant, à ma connaissance, 2 établissements de recherche en France, Sciences Po et le CIRAD, qui utilisent la plateforme de dépôt de données Dataverse, mise en place par l'université d'Harvard, et qui a toute une procédure pour pouvoir déposer les données des chercheurs, où les chercheurs sont effectivement, comme ça a été dit, totalement impliqués dans le processus, mais dans le cadre d'une procédure normée mise en place par l'établissement. Et il y a d'ailleurs des modalités d'accès aux données qui peuvent être variables. C'est-à-dire il y a des données, entre guillemets, qui peuvent avoir un caractère de sensibilité qui ne sont pas accessibles de manière libre. Donc il y a vraiment des procédures qui se mettent en place. Maintenant, il y a certainement, ça date d'il y a quelques mois, il y a peut-être d'autres organismes qui l'ont fait et qui utilisent des plateformes existantes en toute sécurité pour pouvoir déposer les données et les rendre accessibles. Un petit complément, c'est pour ça aussi qu'à l'INRA maintenant, donc on a aussi un portail des données sur Dataverse, mais en fait on se rend compte qu'il faut aller plus loin que la mise à disposition d'outils. C'est pour ça que maintenant on parle de gouvernance des données, qui renvoie à des questions de responsabilité et de rôle dans la prise de décision, d'ouverture, de partage, parce que d'un point de vue juridique, le jeu de données, on peut très bien dire effectivement tous les feux sont ouverts pour l'ouvrir d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue scientifique ou économique, l'impact de l'ouverture peut poser question. Et donc ça, le chercheur seul, il n'est pas très bien armé pour répondre à ces questions. Donc pour l'instant, à l'INRA, on fait des études de cas pour voir justement comment on organise cette gouvernance, comment on la définit. Et les questions se posent surtout quand on a des bases de données avec des séries temporelles très importantes. Donc, ce n'est pas tant les données sous-jacentes aux publications où là, effectivement, on est dans l'articulation publication-données, mais quand on a des collections de données historiques à forte valeur ajoutée, quel est l'impact de l'ouverture en abordant tous les aspects. Et c'est ça qu'on met derrière gouvernance des données. Et voilà Google qui m'espionne. C'est parce que c'est ça, ouais. Il tilte. Je pense qu'il y a des trucs... Il y a une question tout le temps. Oui, donc j'ai le micro, donc j'en profite. Donc Christian Toinard, à l'INSA Centre-Val de Loire. Donc ça fait quelques années maintenant que j'ai commencé à travailler sur les questions d'éthique et de numérisation de la santé avec plutôt des médecins, parce que je considère qu'il faut plutôt un travail pluridisciplinaire dans ces domaines-là. Et donc, du coup, j'ai été amené à m'intéresser, je vais revenir sur Robert Merton, j'ai été amené à m'intéresser aux questions d'éthique scientifique. Et justement, Robert Merton est quand même quelqu'un de très important dans ce domaine-là, parce que non seulement il a écrit un article que vous avez cité en 1945, mais il en a surtout écrit un en 1956 qui dit explicitement que la culture de la science est dans une certaine mesure pathogène. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de faire différentes formations, notamment dans les écoles doctorales de mon établissement, mais aussi à des chercheurs invités venant de toute la planète sur la région centre. Et j'ai posé cette question, alors, soit dans ma communauté, soit dans une communauté assez large. Pourquoi Robert Merton a-t-il dit ça? Et en général, je n'ai pas de réponse. Soit des réponses qui sont à côté de la plaque. Et voilà. Et donc, par contre, cette alors je vais pas vous donner la réponse. Si vous ne connaissez pas l'article de Robert Merton, je vous invite à le lire. Parce qu'en fait, il explique fondamentalement l'origine de toutes les dérives de la science. Et alors, effectivement, si la seule méthode, la simple solution d'ouvrir les données, que c'était la solution à tous les problèmes de manque d'intégrité ou d'éthique, bon, c'est fini, on n'aurait plus rien à dire, je pense. Sauf que malheureusement, c'est assez discuté, ce côté-là, et notamment aux États-Unis, puisque l'essentiel des travaux dans ces domaines-là, malheureusement, viennent des États-Unis. La France est très, très en retard.
Et notamment, il y a un autre auteur célèbre qui s'appelle John Ioannidis, peut-être certains en ont entendu parler, qui a publié 2 articles fondamentaux. L'un, pourquoi la plupart des résultats scientifiques sont faux. Hein, c'est un épidémiologiste, donc il a fait des démonstrations statistiques de ça. Et pourquoi la plupart des résultats scientifiques sont inutilisables. Et notamment, il a tiré des conclusions en 2015 sur l'évolution de l'ouverture des données, et donc du big data, en disant que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça peut ouvrir tout à fait des nouvelles sources de biais, de dérives scientifiques, c'est-à-dire pour évaluer la qualité d'une donnée, comment elle a été produite, sa fiabilité, sa robustesse, même les algorithmes, enfin, même qui seraient utilisés pour analyser ça, c'est soit extrêmement compliqué, soit, on peut dire, quasiment impossible à faire. Donc, ça veut dire qu'en tout cas, si ce sont sur des données ouvertes, à très large échelle, en fait, il considère, à l'inverse, c'est un statisticien, que ça va générer de nouvelles sources de biais. Donc, moi, je dis, j'attire l'attention quand même sur ces réflexions qui sont pas nouvelles, qui viennent de l'extérieur. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, je ne suis pas contre la science ouverte, mais il faut faire attention à penser que c'est la panacée, que déjà, on peut ouvrir toutes les données, que les données sont toutes intéressantes à utiliser et que la façon de les réutiliser ne peut pas conduire à des nouvelles sources de biais et qui seront très difficiles de contrecarrer parce que déjà, c'est déjà assez difficile actuellement. Donc, voilà. Donc, ma question était plus sous forme d'une remarque de précaution sur cet engouement absolu sur l'ouverture des données. Merci. Il y avait quelqu'un devant qui voulait poser une autre question. Oui, après, madame. Oui, Michel Verneau. On a peu parlé de la variabilité des types de données. Et moi, je voudrais revenir sur les images. Parce que le problème du droit à l'image n'est pas tout à fait le même. Et d'ailleurs, dans ce qu'on voit aujourd'hui et même en ce moment, je n'ai pas vu beaucoup de crédits relatant la propriété de l'image. Donc les problèmes de cette propriété intellectuelle des images, par exemple en microscopie, que ce soit des matériaux d'aujourd'hui ou des matériaux du passé, on a toute une production d'images qui n'est pas une production de chiffres. Qui est le propriétaire de ça? C'est bien le chercheur quand même. C'est bien celui qui a fait l'image. Moi, dans une autre vie, j'ai fait beaucoup de microscopie et il me semble quand même que si c'est des chiffres, une image, en fait, parce que c'est un fichier, c'est un tableau quoi, avec des lignes et des points, et sur chaque point, il y a une valeur. Si elle est numérisée, oui. De toute façon, oui, mais de toute façon... Je voulais peut-être pour... Juste quelques mots. En fait, un des problèmes qu'on a, enfin, d'un point de vue de juriste, en fait, un des gros problèmes, c'est que le mot données n'est pas une notion juridique. C'est-à-dire aucun texte de loi ne qualifie des objets de données. Les textes, ils disent soit un objet, c'est une information, qui peut être une information à caractère personnel ou une information publique, soit c'est une œuvre. Et l'œuvre, son caractère, c'est qu'elle doit exprimer la personnalité de l'auteur. Alors, j'ai tendance à penser que c'est pas parce qu'un chercheur produit une image qu'il est l'auteur d'une œuvre, nécessairement. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'images qui sont produites qui ne sont pas des œuvres. C'est-à-dire que pour qu'un objet soit une œuvre, il faut qu'il exprime la personnalité de l'auteur, et ça doit résulter de choix créatifs qu'il est capable de justifier en tant que tel. Le droit d'auteur, c'est fait pour la propriété littéraire et artistique à la base. Donc si vous produisez des images de microscopie, par exemple, je pense qu'il y a très peu de chances que ce que vous produisez soit qualifiable d'œuvre. Après, j'exclus pas qu'un chercheur, dans certaines parties de son activité, puisse produire des œuvres, des images sous forme des œuvres. Et donc, du coup, si ça n'est pas une œuvre, c'est une information. Et si c'est une information publique. Vous voyez ? Le droit... Oui, donc, avant qu'on parte sur l'idée de... Parce qu'effectivement, on pourrait dire le choix des couleurs, de la façon dont on va traiter l'image, peut conduire à quelque chose d'une œuvre, mais ça peut être aussi le cas avec d'autres données qu'on peut aussi rendre visibles sous forme esthétique. Donc, voilà.
Alors attendez, il y avait madame ici. C'est Zoé Hamad de l'Université de Hawaï et aussi aux États-Unis. Et je voulais juste dire que je suis honorée d'être là pour participer à cette discussion fascinante parce que même si on a les droits et beaucoup d'avocats aux États-Unis, on continue toujours le même débat. Ce n'est pas résolu aux États-Unis. Et je voulais justement revenir à la question qui a été posée par Michel Leduc ce matin. Et vous avez parlé de l'engagement que vous avez fait à la Sorbonne, justement. Et pour renforcer les reconnaissances des chercheurs qui sont ouverts dans leur pratique, que faites-vous pratiquement, concrètement? Alors, pour l'instant, j'ai donné l'exemple du fait on a un appel à projet, de projets un peu émergents, on va dire, et dans l'analyse des dossiers, on regardera un petit peu si le collègue, on regardera les publis, en fait, si les publis sont en archives ouvertes, notamment. Et puis, on a demandé, comme le font d'ailleurs, comme le fait déjà l'Europe, va le faire l'ANR, que les résultats de ces travaux devront être mis en open access. Sur la partie RH dont je parlais tout à l'heure, le fait de reconnaître les collègues, c'est ce que je disais, il y a un certain nombre de mesures RH dont dispose où l'établissement est décideur, entre guillemets, parce qu'il y en a une partie qui sont nationales et d'autres qui sont liées à l'établissement. On a des promotions internes, on a des primes, c'est nous qui donnons l'avis sur la délégation, sur les CRCT, on en a aussi en local, etc. Il y a tout un tas de mesures RH dont dispose l'établissement, dans lequel il peut tout à fait, dans les critères d'évaluation et des sélections des collègues, reconnaître cet aspect du collègue qui fait des actions pour l'open science. Et on pourrait aussi, on a envisagé ça, le mettre dans les fiches de poste aussi. C'est-à-dire que mettre dans les fiches de poste cette nécessité d'être intéressé à ce sujet-là. Oui, il y avait une question là-bas. Jérôme Calfon-Couperin, c'est peut-être une question un peu trop ouverte, mais c'est la remarque de Lionel Morel sur le droit associé à la création littéraire artistique. Donc la propriété, il y a plusieurs champs de la propriété intellectuelle, la propriété des brevets, la propriété industrielle, commerciale, etc. Et le champ de la propriété littéraire artistique. Il me semble que l'on s'oriente aussi avec la loi sur la République numérique et avec la science ouverte vers un champ qui n'existe pas encore, semble-t-il, qui serait un champ de droit positif, qui serait un droit de la science et une propriété intellectuelle liée au caractère scientifique et qu'il faudrait, d'une certaine façon, inventer. Et parce que ces bases ne sont pas les mêmes. Un exemple classique de cela, c'est, on l'a vu au cours de cette journée, qu'en droit d'auteur, j'ai un droit de retrait. Et les publications, moi, en tant que chercheur, si je publie quelque chose, en tant qu'auteur, j'ai un droit de retrait. Mais en tant que scientifique, je n'ai pas ce droit de retrait, puisqu'il faut qu'il y ait la possibilité que ma publication reste visible pour pouvoir être soumise à une controverse. Donc typiquement, là, on est en contradiction entre une éthique et un droit qui serait un droit associé à la publication scientifique, qui serait un droit sui generis de la science, qui n'est pas assimilable aux autres types de droits, et en particulier à la propriété littéraire artistique, qui est un champ auquel on a assimilé malheureusement la création, enfin la construction de savoir, la construction scientifique, alors qu'elle ne fait pas partie, de mon point de vue, de ce même champ, d'un point de vue des fondements mêmes. Alors, je ne pense pas qu'on réponde à cette question au cours de cette journée, mais c'était quand même s'il y a des pistes ou si vous avez des remarques là-dessus. Alors bon, effectivement, ce serait très très long de répondre. Je voudrais juste signaler qu'au moment du débat sur la loi République numérique, le CNRS, via la DIST, avait publié un livre blanc qui s'appelait « Une science ouverte dans une République numérique », où en fait le CNRS préconisait justement de construire un statut différent pour les publications scientifiques et les données de recherche, en le détachant du code de propriété intellectuelle et en le formalisant dans le code de la recherche.
et en le construisant autour de la notion de bien commun. Partant de l'idée que les publications scientifiques et les données de recherche étaient des biens communs et que c'était ça qui devait primer et qu'ensuite on devait attacher les conséquences dans le code de la recherche. Donc, alors je vous renvoie à ce livre blanc qui contenait plein de choses intéressantes et qui a un peu inspiré quand même la loi pour une république numérique, qui a bien fixé des règles dérogatoires, notamment cette fameuse règle que les éditeurs ne peuvent plus obtenir de cession de droits qui excèdent 6 mois ou 12 mois. C'est une première dérogation très très forte au mécanisme de cession du droit d'auteur. Et ce livre blanc est un accès ouvert. Paul ? Oui, je voudrais juste revenir quand même un petit peu sur les principes de la recherche scientifique au sens de la reproductibilité. Il n'y a pas que les données, parce que quand on passe, comme ça se fait dans mon équipe, dans mon labo, 10 ou 15 ans à construire un instrument qui va générer un certain nombre de données, si tu n'as pas l'instrument quelque part, bon, tu peux toujours revérifier que quand on te dit que l'arrêt elle est à telle position, tu peux retrouver cette position, mais si tu n'as pas l'instrument sous la main pour vérifier qu'il était bien réglé, etc., c'est compliqué. Donc le principe, il y a aussi quand même le fait que des gens reproduisent ailleurs avec d'autres méthodes les mêmes résultats ou éventuellement plus précis. Une des difficultés qu'on a là dans l'évaluation, c'est le fait qu'en gros, si tu soumets un article très intéressant, mais que quelqu'un a soumis à peu près le même sur les mêmes trucs quelques mois avant, on va te dire c'est déjà publié, revenez plus tard. Donc il y a aussi cet aspect-là quand même parce que sinon, les données, dans certains cas, elles ne veulent pas forcément dire grand-chose. Et dans d'autres disciplines, moi je suis physicien, donc excusez-moi, j'ai oublié de me présenter, Paul Indelicato, conseiller recherche CPE et directeur de recherche au CNRS. Par exemple, en biologie, on sait bien que si tu fais des mesures avec, je sais pas quoi, du sérum de veau physiologique et que tu changes de marque ou de batch, un truc qui marchait peut arrêter de marcher, etc. Donc enfin, il y a plein de choses qui ne se voient pas facilement dans les données. Et donc, c'est extrêmement important, les données ouvertes, etc. Mais dans certaines disciplines, par exemple, on parlait de géologie tout à l'heure, ou du spatial, etc., où on fait de l'imagerie et qu'on l'interprète, c'est le tout de la science. Il y a d'autres disciplines où il y a plein d'autres choses qui ne se voient pas dans les données. Et donc là, le seul moyen de s'assurer que les résultats sont corrects, c'est d'avoir des gens différents qui les reproduisent par des méthodes différentes. Oui, merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai assisté à une cérémonie à l'ESPCI où ils ont remonté une vieille expérience de Pierre Curie pour mesurer l'aimantation de l'oxygène. Et bon, il fallait être assez doué expérimentalement déjà pour reproduire l'expérience, mais ça fonctionne. Donc, merci pour cette remarque sur la reproductibilité, parce que quand même, elle existe. Et quand on fait de la science, je pense quand même qu'elle est présente dans beaucoup de cas. Après, il y a des raisons intrinsèques qui font que c'est difficile de reproduire une expérience dans les cas uniques qu'on connaît. Est-ce que vous voulez encore poser des questions ou bien est-ce que le temps nous est compté? Oui, une dernière alors, peut-être. Merci. À côté c'est une remarque pour M. Morel. À côté des exceptions posées par la loi que vous avez mentionnées dans votre excellente intervention, je pense qu'il faut aussi faire mention des exigences de confidentialité qui peuvent être posées par des financeurs de la recherche, et notamment dans le domaine de la recherche appliquée. Et ça constitue forcément un obstacle majeur à l'accès aux données. Je me souviens d'un exemple chez l'organisme où je travaille, où un industriel avait même exigé que non seulement on ne fasse pas état du contenu des recherches que l'organisme en question faisait, mais même de son nom. Et tout ça, effectivement, pour conserver un avantage concurrentiel. Ça, par contre, malheureusement, comme les données de recherche sont des données publiques, les accords de confidentialité prennent le pas sur les principes d'ouverture. Et donc, du coup, effectivement, quand vous travaillez avec un partenaire privé, si vous acceptez un accord de confidentialité, ça peut vous être opposable. Donc là, bon, c'est aussi ce qui permet de continuer à faire des partenariats public-privé dans la recherche, mais effectivement, il y a un jeu de négociation là qui est pas simple, un curseur pas simple à trouver. Pour rebondir sur cet aspect-là, le rôle des établissements, dans la négociation, c'est de ne pas accepter, on va dire, un embargo ad vitam aeternam, quoi. La confidentialité peut être levée à partir d'un certain temps en principe, ça se met dans des conventions. C'est pas toujours facile à négocier, on est bien d'accord. Ça peut se renouveler. Si jamais il y a un enjeu, il y a un enjeu. Mais s'il y a un véritable enjeu, il peut être partagé aussi par les équipes concernées. Donc voilà, mais ça arrive. Mais je trouve que ça arrive moins qu'avant. Bon,
Donc ça dépend peut-être des domaines. Mais s'il y a un enjeu de propriété intellectuelle, il faut faire un brevet qui, lui, est protégé. Mais là, c'est plus... Mais là, le brevet, c'est les dossiers secrets. C'est les dossiers secrets qui... Je vous remercie tous pour cette table ronde et puis je pense qu'on va passer à la suite.